Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un point lecture. Et je suis désolée, il arrivera en retard sur la chaîne. Bon après il y a moyen de l'uploader vite, mais il faut que je le monte et qu'il s'enregistre déjà. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre plus de temps que ce que je n'ai déjà perdu, vu que j'étais bien occupée ces 2 premiers jours de la semaine. Donc j'ai tout d'abord lu Le Bonhomme de Neige de Michael Morpurgo, publié chez Gallimard Jeunesse, donc qui est une version en dur, donc en hardback, et c'est inspiré de l'histoire Le Bonhomme de Neige de Raymond Briggs, qui est un album jeunesse illustré mais sans aucun texte. Donc ici on y suit, alors comment s'appelle le petit garçon? James. James qui vit avec ses parents dans une ferme et les animaux, et chaque année sa grand-mère vient pour fêter Noël avec eux. Cette année il a fait une liste au Père Noël, mais il veut aussi construire un bonhomme de neige. Et ce bonhomme de neige, eh ben, il va prendre vie. Et donc on va découvrir cette histoire au travers des yeux de James, au travers aussi par moments des yeux de sa famille. On va le suivre dans une aventure juste magique, féerique, parfaite pour Noël. Et c'était une excellente découverte. Je ne connaissais ni l'album original, ni cette histoire, ni l'auteur d'ailleurs. Mais je dois dire que j'ai passé un très joli moment de lecture avec ce livre, et celui-ci ne bougera pas de mes étagères, et je pense qu'il y a même fortement moyen que je le relise juste au moment des fêtes, parce que c'était juste magnifique. En plus je suis totalement fan des illustrations de Robin Shaw qui sont dedans, donc c'est tout à base de crayonné et c'est quelque chose que j'aime infiniment. Je vous montre quelques images au début. Je trouve que c'est vraiment parfait. On dirait un petit conte de Noël, donc juste parfait pour la saison. L'histoire est mignonne, touchante, agréable à découvrir, et c'était vraiment chouette. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement, surtout avec les fêtes qui approchent, c'est juste parfait, et c'est un ouvrage, franchement Gallimard a fait un très bon boulot dessus, et il est juste canon. Je sais pas poser mes livres. Je veux surtout pas qu'il se casse la figure. Bon, on va laisser sur mes genoux, c'est plus simple. Ensuite, avec Tania, Sylvie, Marilyn, nous sommes lus une bricasse, même si Sylvie a fini par lâcher l'affaire un petit peu en cours de route parce qu'elle était malade. On s'est lu Gardien des cités perdues, le tome 8, héritage de Shannon Messenger, pardon, chez Lumen. Désolée pour les reflets de la fenêtre. Donc comme vous pouvez le voir, il est énorme, il fait 764 pages. Et par rapport aux autres Lumen, en fait, ils ont réduit assez considérablement la police d'écriture de ce tome. Donc ici on y retrouve tous nos personnages, on les retrouve un tout petit peu après là où on les avait laissés dans le tome précédent, ou juste après, je ne sais plus, je vous avouerai que je me souviens plus très bien de la dernière page du tome 7, mais j'ai replongé dedans avec plaisir, avec un vrai engouement, et franchement avec délice. C'était juste génialissime. Alors oui, il est gros. Beaucoup, je sais, que reprochent à cette série qu'il faut la moitié du livre avant que les choses démarrent. Moi, je ne ressens pas cette lenteur ou ces longueurs dans cette série. J'aime toujours autant l'univers. Fitz commence sérieusement par contre à me taper sur les nerfs comme c'est pas permis. J'ai envie de le frapper. Kiff, ça reste mon chouchou comme avec Marilyn. On est red dingue de Kiff depuis le premier tome. Et je pense que ça ne changera jamais. Et toutes les deux, on n'aime pas Fitz. Alors comme ça, Team Kiff, hurrah, et Team Fitz, voilà, pour nous en tout cas. Après, chacun ses préférences. Mais dans ce tome-ci, je trouve que Fitz devient vraiment de plus en plus insupportable. Sophie va devoir faire face à des choses quand même terriblement dures, à des révélations qui sont franchement pas simples pour elle. Et Fitz, au lieu d'être là pour la soutenir, en gros, il va lui faire peser un poids encore plus énorme sur ses épaules. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Quand on est ami avec quelqu'un, on n'agit pas comme ça, c'est tout. Et il m'a vraiment posé problème dans ce tome. Maintenant, j'ai beaucoup aimé le fait que Sophie s'affirme de plus en plus au travers des tomes. Ici, elle a décidé que quand c'était stop, c'est sa décision. Ce sera celle de personne d'autre. Elle arrête de se laisser influencer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu, parce que au début, voilà, elle découvre des choses qu'elle ne connaît pas. Tout le monde essaye de la faire aller dans son sens, et la pauvre, elle est complètement noyée par les attentes que les gens ont sur elle, par tout ce qu'ils espèrent qu'elle fera ou ne fera pas. Et après tout, c'est qu'une ado. À un moment donné, elle n'est pas née dans ce monde, elle ne voit pas les choses de la même manière. Déjà,
sa condition entre guillemets est difficile à vivre au quotidien, mais en plus l'entourage ne l'aide pas forcément toujours non plus quoi. Ou en tout cas pas de la meilleure, de la meilleure manière. Je vais y arriver. Mais voilà, c'était 764 pages de bonheur pour ma part. Maintenant j'ai juste envie de pleurer en me disant qu'il faut que j'attende un an, si tout va bien, pour avoir la suite de ce tome. Et si vous connaissez toujours pas cette série, je ne sais plus quoi vous dire pour que vous fonciez, parce que elle a vraiment une mythologie incroyable. On a de vrais méchants, on a des gens qui, même les plus gentils ne sont pas tout blancs non plus dans l'histoire. Ils font aussi des erreurs, ils commettent aussi des impairs, et ça fait d'eux des personnages crédibles et à part entière, et j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup tout l'univers qu'a pu créer Shannon Messenger, le fait qu'on avance quand même toujours dans les intrigues. Dans les révélations, là on voit qu'on s'approche plus peut-être de la fin de la série, parce qu'on commence à avoir de réelles révélations qui nous taraudent depuis les premiers tomes quand même. Donc voilà, on n'a pas toutes les réponses, mais on a une qu'on a eue. Alors oui, après je l'avais vu venir. J'avoue que j'avais déjà soupçonné cette personne il y a 2 tomes de ça, je crois que ça devait être dans le tome 6 de mémoire. Après je peux peut-être me tromper, mais ça devait être aux alentours de ce tome-ci. Et je suis contente parce que j'avais raison, et même si je l'avais vu venir de mon côté, ça m'a pas gâché ma lecture, au contraire. Tout est tellement bien construit, bien raconté, bien détaillé, que ça m'a pas posé de problème, parce qu'il y a d'autres révélations que j'ai pris en pleine poire et que j'ai pas vu venir. Donc ça compense largement ce petit détail. Mais en tout cas, on retrouve aussi Sylvanie qui est ma chouchoute. On retrouve tous les personnages qu'on a pu croiser dans les autres tomes. On découvre un peu plus en profondeur aussi d'autres personnages secondaires. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire. Et j'aime bien les retournements de situation auxquels on fait face parfois au moment où il est raconté et pas avant. Et ça, c'est juste génial. Donc si vous n'avez toujours pas compris, j'adore cette série, je vous la recommande chaudement. Pour une fois que je suis d'accord avec la majeure partie des gens, c'est à souligner quand même. Et donc tout naturellement, après avoir lu le tome 8, j'ai lu la petite nouvelle sur Tam, donc c'est très court. Hein. Et on va savoir aussi certaines choses sur Tam dans le tome 8, donc bien entendu la nouvelle est à lire après votre lecture du tome 8 uniquement, et pas avant. C'était une nouvelle sympa, ça nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur Tam, un petit peu plus aussi, mais vraiment un tout petit peu plus, hein, sur un autre personnage. Et en même temps ça crée aussi un mystère autour de ce personnage et j'ai hâte d'en savoir plus. Mais en tout cas c'est une nouvelle et qui, comme toutes les autres nouvelles, apporte un réel plus. Parce que c'est toujours des moments en fait où dans le roman, si vous voulez, on ne suit pas directement ce personnage. Pas le personnage concerné par les nouvelles à chaque fois. Donc il y en a eu une sur Fitz, il y en a une sur Kif, maintenant sur Tam. Et il y en a une nouvelle qui est sortie pour Montreuil sur Kif. Donc j'attends parce que Tania doit me l'envoyer. Donc merci à elle de me l'avoir récupérée parce qu'elle n'était pas en magasin. Donc j'ai hâte de pouvoir la découvrir. Mais du coup on a toujours, la nouvelle nous permet de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans la tête du personnage au moment où il n'était pas en première ligne dans le roman. Donc c'est un petit complément, toujours très sympa à lire, toujours... je trouve que ça reste utile parce que voilà, ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus. Et je trouve ça très sympa, toutes ces petites nouvelles qui sortent autour de la série. Ensuite, changement de registre avec un livre tout court, tout jeunesse, tout mignon. On a Les Princesses de Glace, le tome 2, La Rose de Cristal de Astrid Foss chez PKJ. Donc les tomes 3 et 4 sortent demain. Donc vous pouvez être sûr qu'au pire des cas, la semaine prochaine, j'irai les récupérer. C'est une série où on suit des triplés, donc nos 3 héroïnes, qui se nomment je ne sais plus. Anna, Ida et Magda. Elles sont les filles de Freya, la reine du royaume des Lumières éternelles, je crois que ça s'appelle. Les Lumières éternelles, c'est bien ça. Dans le premier tome, les parents ont été kidnappés par une certaine personne qui a de la magie dans le sang, comme nos héroïnes et comme leur mère. Contrairement au père qui est un courageux chevalier mais qui n'a aucun pouvoir magique, ce ne sont que les filles qui en héritent. Et la personne qui veut reprendre le pouvoir a sombré du côté sombre de la magie et elle veut gouverner et imposer sa dictature sur tout le royaume. C'est pour ça qu'elle a kidnappé les parents des jeunes filles pour pouvoir assouvir sa soif de vengeance et sa soif de pouvoir. Nos héroïnes vont donc être en quête de protéger le château et essayer de délivrer leurs parents, et on suit donc une nouvelle aventure dans ce tome. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce tome, c'est un peu comme la série
Sarah Normal que j'aime beaucoup. Là on est aussi dans la magie, on est dans un monde où il fait très froid, où il neige et c'est vraiment sympa. En plus c'est illustré. Alors déjà on a les en-têtes de chapitres qui sont à chaque fois décorées. Je vais essayer de vous montrer des images qui ne vous spoilent pas. Voilà, donc ça c'est la mère de nos héroïnes. Il y a aussi un petit ourson qui peut grandir qui est trop mignon. Regardez-moi cette bouille. Donc nos héroïnes avec leur petit ourson qui lui aussi est magique et a des pouvoirs. Qui ne contrôle pas trop encore parce qu'il est tout petit. Mais voilà, si vous voulez une série avec de la magie où il fait froid, parfait pour cet hiver, qui se lit vite, que vous pouvez lire avec vos enfants donc à partir de 8 ans, et ben cette série est juste parfaite. En plus elle a un tout petit prix, donc c'est l'occasion ou jamais de se plonger dessus. Et après je vais finir avec 2 abandons. Et oui, ça faisait longtemps hein. En même temps je vous ai quand même présenté 3 romans que j'ai adorés, avec une petite nouvelle que j'ai beaucoup aimée. Fallait bien que quelque part ça se gâte. Donc avec Tania, nous avons décidé de lire Will and Will de John Green et David Levitan chez Gallimard dans leur collection Scripto. Ce livre était sorti en coffret avec K2 Alaska et la face cachée de Margot dans un magnifique coffret que ma chérie m'a offert il y a quelques années à Noël au moment de sa sortie. Et donc je m'étais dit qu'il était peut-être temps d'en choisir un des 3 pour le lire et c'est celui qui me faisait le plus envie. Donc on l'a commencé avec Tania, j'étais jusqu'à la page 92-93 à la fin de la première partie découpée par Tania. Et malheureusement je stoppe là ma lecture. On a alors on a Will Grayson. En fait il y a 2 personnages qui s'appellent Will Grayson. Le premier qu'on suit est ami avec Tini Cooper qui fait partie d'une association pour les gens qui soient gays, qui soient lesbiennes, qui soient trans, enfin tout ce qui fait partie de la communauté LGBTQ+. Il est gay, Tini Cooper, et le revendique haut et fort. Il met sa langue dans à peu près tous les gosiers qui passent. Et il tombe amoureux toutes les 5 secondes. Et donc Will Grayson est son ami et ce n'est pas toujours simple pour lui. Donc on suit ce premier point de vue. De l'autre côté on suit l'autre point de vue de Will Grayson, un autre garçon, qui lui aussi est gay mais se fait beaucoup plus discret que Tini Cooper. Heureusement parce que sinon voilà. Alors déjà première chose moi qui m'a traumatisée. Je reviens. Heureux tout le monde, donc je reviens plusieurs minutes après avoir coupé, désolée, j'ai eu la chérie au téléphone. Donc je vous parlais de Will and Will de John Green et David Levitan chez Gallimard dans la collection Scripto. Et je m'apprêtais à vous dire que justement il y a quelque chose qui m'a perturbée déjà dans la narration. Donc quand on est dans le point de vue de Will Grayson, donc le premier, l'ami de Tini Cooper, on a, je sais pas si ça va faire le focus, des majuscules, les prénoms ont une majuscule. Mais lorsqu'on arrive à la partie 2 où on est du point de vue de l'autre Will Grayson qui habite à l'autre bout de la ville, qui apparemment il semble qu'il soit gay mais qui se fait beaucoup plus discret, et ben nous n'avons plus aucune majuscule. C'est-à-dire que les prénoms n'ont pas de majuscule, les débuts de phrases n'ont pas de majuscule. Et comment vous dire que ça me pique sévèrement les yeux. Je déteste ce procédé. Je ne sais pas. Alors je veux bien que on veuille séparer les 2 Will Grayson, ce que je peux comprendre. Mais je pense qu'il y avait peut-être d'autres manières de le faire plutôt que de ne pas mettre de majuscule en fait. Parce que c'est juste insupportable à la lecture et ça m'a gonflé. Donc le deuxième Will, malheureusement en 92 pages, mais on ne sait pas grand chose sur lui, si ce n'est qu'il se fait discret, si ce n'est sur le fait qu'il ne crie pas haut et fort, qu'apparemment il est gay. Et que monsieur aime faire... Alors, je suis désolée pour les mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux qui sont indiqués dans le roman, je tiens à le préciser. Mais à part nous dire qu'il s'astique le manche et que pourquoi pas se faire une deuxième branlette, et ben on ne sait pas grand chose. Donc voilà, donc en fait clairement ça m'a fait penser à Com, je crois que c'est son nom, dans le livre À la place du cœur d'Arnaud Catherine à la collection R, qui ne pense qu'avec le cerveau qu'il a entre les jambes plutôt que celui qui est à sa place traditionnelle. Et je peux pas. En fait je ne m'attache pas au héros, bah, aucun. Je trouve que Tini Cooper, on tombe trop dans les clichés, ça m'exaspère. Ce problème de mise en page avec le manque de majuscules à chaque fois qu'on est dans la partie de l'autre Will Grayson me pose problème. Et je me suis rendu compte après 2 jours sans l'avoir, enfin quasiment 2 jours sans l'avoir ouvert, que en fait ce qui leur arrive, malheureusement je m'en fous réellement. Donc à partir de ce moment là,
c'est que ça sert à rien de persister et qu'il vaut mieux que je laisse de côté. Maintenant, c'est une thématique que j'aime énormément dans la littérature, qu'elle soit jeunesse ou adolescente. Et je pense simplement que ce livre n'est pas fait pour moi, malgré une thématique qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que j'en lirai d'autres, hein, clairement, j'en ai d'autres déjà dans ma pile à lire, parce que c'est, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Maintenant, celui-ci il l'a pas fait, donc c'est pas grave, je vais pas me forcer. Je sais qu'il a eu aussi de très très bons avis, ça ne l'a pas fait avec moi, c'est comme ça et puis c'est tout. Peut-être que Tania, elle qui continue le livre, l'aimera plus que moi. En tout cas, il a su trouver son public de ce que j'ai pu voir. Donc c'est le principal, même si moi je suis passée à côté. Et le dernier que je vais vous présenter, je vous glisse la couverture ici puisque je l'ai lu, enfin je l'ai commencé vu que je l'ai abandonné. En numérique avec Marilyn, c'est La Cité du Ciel de Amy Ewing aux éditions de la collection R. Donc Robert Laffont collection R. Donc ici on y suit une héroïne qui s'appelle je ne sais même plus comment, pour vous dire à quel point j'étais à fond dedans. Donc déjà je trouve les phrases hyper longues dans ce livre. Je trouve que les phrases sont construites et c'est narré de façon particulière, pas une façon qui a su me convaincre pour le coup. L'univers, je ne sais absolument pas pourquoi l'univers me fait penser à Terre de brume de Cindy Van Wilder chez Rajo. Une duologie pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur. Et je sais pas, on dirait un mix entre à la fois la passe miroir parce que on est dans un univers qui est au-dessus du ciel et enfin qui est dans le ciel, au-dessus des planètes, etc., de la Terre, etc. Donc ce petit côté passe miroir et puis ce côté, il y a un autre petit côté qui me fait penser à Terre de brume que je n'arrive pas à me sortir de tête. Et malheureusement, je ne suis pas fan de l'univers. Déjà, je n'arrive absolument pas, malgré de nombreux détails. C'est comme pour la passe miroir, je n'arrive pas à visualiser l'univers. C'est-à-dire que d'habitude, on me donne quelques détails et je visualise les choses très bien. Dans celui-ci, c'est impossible pour moi d'imaginer à quoi ressemble cette cité du ciel. Donc déjà là, j'ai un gros problème puisque je ne visualise pas le type d'univers que ça peut être. Je ne visualise pas le monde, les différentes choses qui s'y passent. En plus, on a des personnages dont les noms sont par rapport à des couleurs. Donc ça aussi, ça m'a gênée. Pour le coup, ça peut être très original, hein, je ne dis pas le contraire. C'est juste que malheureusement, moi ça me perd, moi ça me perturbe et je n'arrive pas à me mettre dedans. J'ai déjà eu beaucoup de mal à terminer la première partie du livre, sachant qu'il est découpé en 6 parties directement par l'autrice, ou la maison d'édition, je ne sais pas. Et que donc on a lu la première qui était découpée comme ceci. J'ai trouvé qu'il y avait un passage par contre à la fin de la première partie qui, moi, ça m'a donné des frissons. J'ai trouvé ça quand même très, très dur et limite très cruel en fait, hein, clairement. Et j'ai eu du mal du coup avec ce passage. Mais voilà, encore une fois, je m'attache pas aux personnages. Ce qui leur arrive m'importe clairement assez peu, ce qui est clairement dommage. Un univers que je ne visualise pas, un univers que je ne comprends pas spécialement. Et tout ça fait que j'ai pas envie de poursuivre ma lecture et que j'ai préféré m'arrêter là. Donc La Cité du Ciel, moi quand il est sorti, après on m'a dit sur Instagram qu'apparemment il y avait eu des avis mitigés. Moi j'avais vu que des excellents avis, voire des coups de cœur pour ce titre au moment de sa sortie. Et malheureusement, encore une fois, je suis à contre-courant puisque ça n'a pas du tout eu le même effet sur moi, puisque au final je l'abandonne. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup sur Will and Will et sur ça, parce que c'est vraiment une question de feeling avec le livre, avec les plumes, avec l'histoire, avec les personnages, si je m'y attache ou non. Et ça peut parfaitement le faire avec quelqu'un d'autre, mais malheureusement, moi, c'était pas ce que je recherchais dans ces 2 lectures, et c'est ce qui fait que je préfère stopper là que de persister. Déjà, j'ai aucune envie de retourner dans le livre, donc déjà à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un énorme problème pour moi. Et je pars du principe qu'il y a assez de pépites à découvrir, assez d'excellentes lectures ou de lectures toutes mignonnes, toutes cocooning à faire, sans me forcer à poursuivre des livres auxquels je ne prends aucun plaisir malheureusement. Donc voilà. Sur ce point lecture est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus éventuellement, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Notamment pour La Cité du Ciel et Will and Will, si vous avez des avis radicalement différents des miens. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Et je serai curieuse de voir, vous, qu'est-ce qui a pu vous plaire, étant donné que moi je les abandonne. Voilà, et n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos dernières lectures, qu'elles soient mémorables ou des déceptions, ou bien carrément abandonnées.
Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi pour ce qu'il en reste. Une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.